c'est parti pour l'analyse, les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Donc on a quoi? On a un chapitre qui commence avec donc, juste pour l'analyse pure, on a donc une première petite partie de chapitre où justement on va avoir des réactions par rapport au monde de One Piece, la marine, Katarina Devon, etc., etc. Donc on aura sûrement, pour moi, Oda a choisi ces moments-là, hein, cette narration-là, pour potentiellement mettre en avant des choses qui pourraient avoir un impact très prochainement dans les chapitres qui vont arriver. Pour moi, c'est les chapitres qui sont entre les arcs. Comme je vous l'ai dit, on va sûrement avoir des informations sur Barbe Noire, qui va sûrement diffuser son message sur le fait qu'il détient un Garp et qu'il voudrait l'échanger en échange de devenir une personne qui appartient au gouvernement mondial, hein, tout simplement pour être parmi les pays membres du gouvernement mondial, ce qui pourrait le faire avancer d'une marche vers son rêve. Et pour moi, c'est totalement logique parce que c'est le moment opportun. On est entre entre Egghead et Elbaf. Il pose sa candidature, on va dire, pour devenir État membre du gouvernement mondial. Et après l'arc d'Elbaf, on a la révélation sur le fait que Barbe Noire a rejoint justement le gouvernement mondial et que justement ça fait polémique, mais en même temps le gouvernement mondial et la marine est assez content parce qu'ils ont gagné une force de frappe colossale et ils ont récupéré Garp, donc voilà, ils ont redoré leur blason et en même temps ils ont gagné en puissance. Donc je pense sincèrement que tout ça va se réaliser au niveau chronologiquement. En tout cas, ça colle parfaitement. Et après, du coup, on aura Roadstar, le Battle Royale pour le One Piece, Raftel, et après Raftel, la guerre finale. Donc, let's go. Ça, c'est dit. Et ça, c'était pour la première partie du chapitre. Deuxième partie du chapitre, on retourne sur Egghead avec tous les événements et tout ce qui était important. Théorie validée sur le fait que Emmett était bien, pour moi, la personne à qui appartenait entre guillemets l'incident de Egghead, hein, même si l'incident de Egghead pour moi ça regroupe tout. Ça regroupe les pertes de la marine, ça regroupe la destruction de l'île, la mort de Vegapunk, le message de Vegapunk, les révélations sur la perte, enfin plutôt sur le Egghead, enfin plutôt le monde qui va être englouti, et aussi l'attaque de Emmett, les Tenryubito, les monstres, etc. Tout ça pour moi c'est ça l'incident de Egghead et je pense que les gens ne vont pas oublier ça de sitôt. Je pense que Big News va faire un énorme article sur tout ça qui va récolter suffisamment d'informations pour le diffuser au monde, même si forcément on n'aura pas tous les détails, tous les tenants, tous les aboutissants. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est l'incident de Egghead s'est déroulé, c'est terminé. On a fini Egghead d'ailleurs et on peut passer maintenant à Elbaf, arc qu'on attend depuis très très longtemps. Donc voilà. Et en dernière partie de chapitre, on a donc un flashback par rapport à Emmett et Joy Boy. Donc voilà, hein, là vous voyez bien, on passe du monde entier. Ensuite, on passe le monde entier. Pour moi, ça pourrait représenter un petit peu le futur parce que c'est les choses qui vont arriver plus tard. Ce que je disais tout à l'heure, on a vu Katarina Devon, Caribou, Barbe Noire. Donc voilà, tout ça, on sait que c'est des événements qui vont avoir un impact sur le futur. Ensuite, on a un petit peu Emmett avec tout ce qui se passe sur l'île. Donc pour moi ça représente le présent, ça représente ce qui se passe à l'heure actuelle et les dégâts et les effets qui vont être instantanés vraiment dans le moment présent. Et la dernière partie du chapitre représente pour moi le passé parce qu'on aura un flashback de Egghead, pas de Egghead pardon, mais de Joy Boy et Emmett, et là justement on aura donc des révélations entre guillemets sur Joy Boy et sur Emmett qui pourront aussi avoir une cohérence avec tout le reste. Et les trois parties, donc le passé, le présent et le futur, sont tous liés d'une certaine manière parce que voilà, on a par exemple Emmett qui a à peu près les mêmes vêtements que les géants, on a les géants d'Elbaf à être dans le présent, et on a aussi toutes les tenants et les aboutissants en rapport avec Barbe Noire et l'équipage de Barbe Noire qui ont un lien direct avec Elbaf, etc., etc. Comme j'avais dit, en plus, au niveau géographique, tout se trouve à côté. C'est-à-dire qu'on a Elbaf qui est à un jour de bateau de Egghead, la ruche est à moins d'un jour de bateau de Egghead, parce que pour moi il ne s'est pas écoulé un jour depuis que Katarina Devon est partie. On a donc vraiment des îles qui sont très très proches, des accessibilités qui sont aussi très très proches. Donc comme j'ai dit, si jamais Shanks
va sur la ruche pour attaquer Barbe Noire, ce serait totalement logique au niveau géographique parce que la distance correspond. Pareil, si Barbe Noire vient à Elbaf, je sais pas moi, dans quelques chapitres, c'est totalement cohérent parce qu'en tout cas, niveau géographique, c'est possible. Par contre, là, si vous me dites demain Dragon vient à Elbaf, là, je veux commencer à douter parce que c'est quand même bizarre. Dragon, c'est pas la même distance. On l'a vu avec Kuma, même avec son pouvoir de fou, Kuma, il a quand même mis très longtemps à arriver à Egghead. Donc, vous avez toutes les informations, je vous ai tout donné, les gars. Donc, voilà pour ça. Donc ensuite, on a Joy Boy qui libère une attaque de haki légendaire. Donc voilà, hein, le haki peut être scellé dans des objets. Et en plus, c'est une corde. Et ça me fait penser étroitement à la corde que les personnes de Weatheria. Donc Weatheria, c'est la petite île céleste où Nami s'est retrouvée pendant 2 ans avec donc les scientifiques. Et cette corde permettait d'emmagasiner du vent. En fait, du vent. Tu pouvais faire 1, 2 ou 3 cordes, enfin 3 nœuds, défaire 1, 2 ou 3 nœuds, enfin 1, 2 ou 3 nœuds, et au final, ça faisait soit une petite brise, une bourrasque ou carrément un vent violent. Et là, pour moi, c'est une technologie qui se rapproche un petit peu parce que c'est une corde et un nœud, donc je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Pour moi, c'est sûrement un foreshadowing d'Oda par rapport à ça, parce que du coup, l'arme en question avec le nœud, on ne l'a jamais revu depuis le temps. Et il n'y a pas eu encore de nécessité de l'utiliser. C'est-à-dire Nami n'a même pas eu besoin de le garder sur elle. Hein. Peut-être elle l'a encore, hein, je ne sais pas du tout, mais c'est pas quelque chose qui a servi pour le scénario. Pourtant, Oda, quand il met quelque chose, il le réutilise. Et là, on voit que Emmett utilise quelque chose qui ressemble étroitement à ça. Donc pareil, je pense sincèrement que la corde et le nœud sont des choses très utiles, je pense, et que derrière tout ça, il y a quelque chose de caché. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais je pense que la corde a un gros lien sur le fait qu'on puisse sceller du haki dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut mettre du vent. Donc, est-ce qu'on peut faire le même procédé avec du haki ? Foreshadowing de Da, j'en suis quasiment convaincu. Donc après, j'avais parlé de pas mal de choses, comme par exemple le fait que Oda aurait pu potentiellement faire en sorte que comment ça s'appelle, les lames noires, ce soit la même technologie, enfin pas la même technologie, mais la même manière de faire, c'est-à-dire sceller du haki dans la lame noire pour la rendre quasiment enfin même indestructible, enfin je dirais pas indestructible parce que j'en sais rien, on n'en sait rien pour l'instant, mais les lames noires sont les lames les plus puissantes au monde, ça c'est pour moi une certitude. Et est-ce que c'est le même procédé ? Bah, malgré le fait qu'on a eu des informations supplémentaires par rapport à tout ça, je pense quand même sincèrement que le procédé pour rendre une lame noire, noire tout simplement, a un lien étroit avec du haki, et je pense sincèrement que ce soit du haki de l'armement. Je pense que c'est un lien avec le haki de l'armement. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai réellement l'impression que c'est un lien avec ceci. Donc à voir les gars, mais je pense que on aura des réponses très prochainement parce que je pense que le Zoro va sûrement avoir un power-up en lien avec ça. Pas forcément transformer une de ces lames noires, mais potentiellement comprendre comment, par exemple, Enma marche, pourquoi Enma absorbe autant de haki. Je pense que tout ça, c'est des interrogations auxquelles on va avoir des informations prochainement sur l'arc d'Elbaf. Enfin, n'oubliez pas, Elbaf, ça rime avec des charpentiers de légende capables de créer des bateaux, donc peut-être power-up du bateau de Luffy, hein, peut-être du Sunny, ou peut-être création d'une flotte, hein, tout est possible. Hein. On sait que par exemple que le navire de Shanks a une inspiration viking, donc ça étonnerait personne que son Draka, entre guillemets, ait été fait à Elbaf. Hein. Je pense que même il y a moyen qu'il y ait eu des confirmations par rapport à ça, peut-être dans les databook ou quoi. Mais justement, peut-être qu'on aura des informations par rapport à tout ça. D'ailleurs, Bois d'Adam, peut-être en lien avec l'arbre d'Elbaf, l'arbre de la enfin, le nouvel arbre de la connaissance d'Elbaf. Donc, gardez tout ça bien en tête, hein, la Yggdrasil, tout ça, hein, bois indestructible, tout ça. Donc, gardez bien tout ça en tête parce que je pense que ça aura un lien. Et si je vous dis ça, si je vous ai dit ça, pardon, c'est parce que justement,
Il n'y a pas que ça. Qui dit Elbaf, qui dit Viking, dit aussi forgeron de légende. Qui dit forgeron de légende, dit peut-être création d'armes magiques, avec des runes magiques, etc., etc., qui pourraient donner des power-up à des lames, ouais, à des lames telles que les lames de Zoro, hein, ce qui ne m'étonnerait pas, hein. Et je l'ai toujours dit, pour moi, la lame noire de Zoro sera le Wado Ishimonji. Je pense que ce sera la lame la plus puissante, hein. En plus, c'est un fourreau blanc, donc ce serait parfait d'avoir un fourreau noir et blanc. Une lame noire dans un fourreau blanc, c'est pour moi la suite logique de cette arme, en tout cas. Et elle va passer des 21 lames de second rang, hein, je pense que c'est les Owazamono, va la faire passer en lame de premier ordre, ce qui va être une des lames les plus puissantes au monde. Ou peut-être qu'il va en avoir une autre l'utiliser, hein, c'est pas impossible aussi. Je pense que avoir des nouvelles armes, c'est pas impossible, hein. Peut-être que même en fonction de là où il va, les arcs qu'il utilise, il pourra changer d'arme et choisir des armes en fonction des endroits, tout simplement. Je pense que ça pourrait être, entre guillemets, logique. Si c'est bien fait, évidemment. Donc, à voir. Peut-être qu'il pourra porter 4 sabres. Je doute, mais peut-être pas impossible, hein. Surtout qu'on a vu qu'à Ed, il portait pas ses sabres à la ceinture. Il est porté dans le dos. Donc voilà, hein, peut-être des petits foreshadowing qui fait que potentiellement, il aurait peut-être plus de 3 armes, ou sinon, il laissera quelques armes sur le bateau pour en utiliser d'autres en fonction des situations. Donc voilà, et ensuite se suit la dernière partie du chapitre. On a donc la discussion entre Emmett et Joy Boy avec sa silhouette. On a vu donc que Emmett apportait des habits d'inspiration viking. Donc voilà, pour moi c'est encore un foreshadowing de Elbaf. Elbaf, je pense qu'elle est liée à énormément de choses. Déjà, je pense qu'elle est liée à l'Ancien Royaume. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, parce que Elbaf, c'est une île qui date de bien avant l'Ancien Royaume, bien avant, pas l'Ancien Royaume, mais vraiment le siècle oublié. C'est-à-dire que avant le siècle oublié, Elbaf était déjà là, parce qu'on a des mythes ancestraux qui datent bien avant le siècle oublié, comme la légende de Nika, elle date d'avant l'apparition de Joy Boy. Donc, vous comprenez que si elle date d'avant, ça veut dire que Elbaf était là avant. Après, est-ce que la population est là avant ? Ou est-ce qu'elle a souvenir de ce qui s'est passé avant ou pendant le siècle oublié? Je pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la Terre, en tout cas, est là depuis très très longtemps. L'arbre aussi, etc., etc. Ensuite, on a Joy Boy qui a une inspiration boucanier d'un côté par rapport à l'image, par exemple, qu'on avait vue dans un des précédents chapitres. On voit Joy Boy en ombre attaquer, la première fois qu'on le voit, attaquer les 20 fondateurs. Et justement, il a un pantalon un peu bouffi là, un peu pas de def, mais au niveau des genoux, tu vois, c'est typiquement les pantalons qu'utilisaient les boucaniers à l'époque. Donc ça, c'est totalement logique, étant donné que Joy Boy, c'est le premier pirate. Qui dit premier pirate, les premiers pirates IRL, c'était les boucaniers. Donc voilà, tout est lié. Je pense que c'est des choses qui vont être confirmées très prochainement, en tout cas la prochaine fois qu'on aura des informations sur Joy Boy. Donc voilà, pour Joy Boy et pour Emmett, hein, toutes ces informations qui servent, hein. Je pense que Emmett, malheureusement, c'en est fini de lui, hein, même si j'aurais préféré le contraire. Il reste pas grand chose de lui d'après la manière dont les leakers ont traduit la phrase, et en plus de ça, Saturne est en face, et en plus il s'est éteint en mode nostalgie en repensant au passé. C'est typiquement le type de mort logique, sauf que c'est un robot, c'est un personnage qui a été intégré dans cet arc, donc c'est très probable qu'il puisse mourir. C'est quelque chose de très très probable, même si j'espère au fond de moi qui sur lui. Donc voilà, en tout cas pour Joy Boy et Emmett. Et la dernière chose que j'ai envie de parler plutôt, c'est le Gorosei et Imsama. Donc Gorosei qui ont été expulsés, on sait toujours pas comment, hein. Je pense pas qu'ils aient été expulsés dans la bonne direction, au bon endroit, sinon ça pourrait être un running gag de Oda, hein, c'est pas impossible. Mais je pense plutôt qu'ils ont été éjectés, et que quand ils sont éjectés trop loin, c'est comme si ils se régénéraient, mais à un endroit, un dernier checkpoint, tu vois. Donc voilà, ça c'est à confirmer, mais c'est encore des interrogations par rapport à leur pouvoir, hein. Est-ce que c'est lié à leur portail, etc. C'est pas impossible. Donc à voir. La seule personne qui reste, c'est Saturne, et comme de par hasard, c'est celui qui n'a pas été invoqué de la même manière au même moment.
Lui, il a été invoqué par un premier portail, alors que tous les autres ont été invoqués par des portails juste après. Donc après, c'est ceux qui ont été éjectés, donc on ne sait pas trop. On ne sait pas trop pour l'instant. Donc est-ce que les portails sont pas gérés par Imsama? Je pense pas, étant donné que le Gorosei a demandé à Saturne de poser le portail. Est-ce que ce serait pas quelqu'un d'autre? Je sais pas. Mais même si par exemple Saturne posait les portails, comment il aurait pu poser un portail alors qu'il était même pas, il était même pas descendu du bateau, quoi. Parce que s'il serait descendu du bateau, pourquoi sortir du portail alors qu'il n'en avait pas besoin, je crois. Enfin, encore des interrogations par rapport à leur pouvoir qui semble infini. On verra bien plus tard comment ça se déroule, mais pour l'instant, on a très bien vu que tout le monde s'était régénéré. Je crois que la seule personne qu'on n'a pas vu clairement se régénérer, c'était Mars. Quand on le voit là-haut, à Marijoa avant tout le monde, je pense qu'il s'est régénéré bien avant et bien tranquillement. Donc voilà, on termine avec Imsama qui, il ou elle, hurle. Donc voilà, c'est assez choquant. Donc elle hurle de mépris, je pense, pour Emmet parce qu'il a utilisé le haki suprême de Joy Boy, ce qui a dû réveiller de mauvais souvenirs et faire en sorte qu'il soit énervé, tout simplement. Je pense que ouais, le fait de ressentir ce haki encore une fois pourrait être quelque chose de très désagréable pour Imusama. Et quand il a vu que tout le monde s'est fait éjecter, je pense que ça lui a pas plu du tout. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les théories, de toutes les interrogations et de toute l'analyse possible qu'on a par rapport au spoil complet de One Piece. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Demain, on aura avec un peu de chance le chapitre. Et la semaine prochaine, il y a quand même des spoils alors qu'il y a une pause la semaine prochaine. C'est la pause du Shonen Jump. Donc Oda travaille lui alors que le Shonen Jump fait une pause. Et ça veut dire qu'on aura quand même des spoils. C'est-à-dire que les chapitres vont quand même être traduits, vont quand même être leakés, donc on aura quand même des informations. Donc après, est-ce qu'on aura le chapitre 1123 la semaine prochaine? C'est pas tout à fait sûr. Par contre, on devrait l'avoir de toute façon dans les 2 prochaines semaines. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour, hein, les gars, comme d'habitude. Si vous kiffez le travail, que vous avez apprécié, n'hésitez pas à envoyer de la force parce qu'on en a besoin. En plus, là, il fait tarpin chaud, c'est un truc de fou. Je suis en train de cramer dans le studio, donc ça me tue. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, à poser vos petites interrogations si vous voulez savoir quelque chose, même partager vos théories. Il y a les commentaires, mais il y a aussi le Discord. Hein, je vous ai créé des salons exprès où vous pouvez discuter de tout ça avec les membres. Et n'hésitez pas les gars, et puis de toute façon nous on se revoit très très vite. Sinon sur YouTube, le petit like, le petit follow comme d'habitude les gars, envoyez un maximum de likes, maximum de commentaires parce que ça fait plaisir. Et comme je l'ai dit, il y a Discord et il y a aussi le Twitter. Donc voilà, merci encore d'avoir suivi ce live, surtout qu'il est très très tard, j'en peux plus, je suis exténué. Vous l'avez vu en plus depuis tout à l'heure je baille, donc voilà les gars, on se capte très très vite. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.